Vingegaard. Pogačar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le Vélo Podcast tant attendu, la grande présentation de la saison des Tours. Et oui, Paris-Nice, Tirreno Adriatico donne le coup d'envoi de la grande saison des Tours en cette année 2024. Et forcément, mon acolyte de toujours est avec moi, François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, on est en pleine semaine de Paris-Nice et de Tirreno Adriatico. On va essayer un petit peu de s'écarter de ce qui se passe à Paris-Nice et à Tirreno pour parler de manière plus globale quand même de la saison des Tours, saison des Tours avec en point d'orgue le Giro, le Tour et la Vuelta quand même. Déjà, est-ce que ça te hype un petit peu ce qui se passe à Paris-Nice et à Tirreno quand même en ce moment? Oui, c'est toujours particulier parce que c'est des tours un peu différents, quoi. Ça correspond pas à des grands tours, tu vois. C'est un peu des profils différents. Bon, cette année Paris-Nice c'était un peu plus casse-pattes comme on dit. Tirreno c'est un peu dans le même style et puis on a le Tour de Catalogne qui arrive derrière un peu plus pour les grimpeurs et un grand tour c'est un peu un mélange de tout ça aussi hein. Et puis Catalogne, Pays Basque qui arrive derrière aussi effectivement en début avril. Donc voilà, on va dire que c'est un peu un amuse-bouche avant les grands tours qui arrivent et évidemment le premier, le Giro qu'on attend tous. Ouais, forcément, qui arrivera au mois de mai après les classiques. Alors on profitera de Milan-San Remo qui arrive la semaine prochaine pour faire un podcast présentation de la saison des classiques hein, avec Milan-San Remo. On parlera peut-être d'ailleurs très rapidement. On parle, ça va être très rapide. Strade Bianche, victoire de Tadej Pogačar, c'était samedi. On avait fait la présentation des Stradés hommes et femmes en même temps que celle de Paris-Nice et de Tirreno. Rapidement, chez les hommes, il n'y a pas eu photo. La victoire de Tadej Pogačar, elle souffre d'aucune contestation. De toute façon, il était un peu seul au monde. Hein. Alors, aucune contestation, mais beaucoup de questions. C'est toujours pareil, ce genre de jeu de performance. Non, mais on est obligé d'en parler parce que c'est les coureurs eux-mêmes qui en parlent. Hein. Et puis, voilà, c'est normal d'en parler quand on voit un coureur partir, notamment avec le cas de Pidcock qui dit qu'on avait l'impression quand il est parti à Santa Maria que on était le groupe Eto quoi, et on parle de l'ancien vainqueur des Strade Bianche, donc quand même je veux dire Tom Pidcock avait pas l'air mal non plus à ce point-là. Alors oui, derrière il n'y a pas une belle entente, mais voilà, c'est vrai que l'écart est important. Il est parti à plus de 80 km 80 km de l'arrivée. C'est pour nos minorités, t'as raison de parler comme ça. C'est belge, exactement. non, à 80 km de l'arrivée, donc c'est toujours surprenant. Écoute, pour l'instant pas de preuves, donc on félicite Tadej Pogačar, c'était encore bluffant ce qu'il a fait. On a l'impression qu'il roule à un autre niveau que les autres, quoi. Et après, derrière, dans la course de derrière, des belles performances. J'aime bien Maxime Van Gils, ce qui s'est passé. J'aime beaucoup le niveau de Benoît Cosnefroy également, qui m'a bien surpris. Lenny Martinez, évidemment, qui est si bluffant ce début de saison. Je pense qu'on pourra y revenir avec lui, peut-être presque dans un podcast spécial sur son cas dans les prochaines semaines. Donc voilà, des Stradés. En vrai, il valait mieux regarder la course femme que la course homme, très honnêtement. D'ailleurs, très rapidement, la course femme qui a été remportée par le Tokopeki, qui a pris un peu sa revanche par rapport à l'année dernière. Elle s'impose devant Elisa Longo Borghini et Demi Vollering. Le Tokopeki, c'est la meilleure cycliste au monde, c'est la plus complète, elle est capable pourquoi pas cette année d'aller peut-être rivaliser avec même Demi Vollering en montagne pour aller remporter un grand tour. Bon, le Tokopeki, elle est comment dire, elle a fini Elisa Longo Borghini dans le final, ouais. Et elle l'a terminé alors que la championne d'Italie avait fait le plus gros des efforts, quoi. Ouais, t'embêtait aussi, hein, Elisa Longo Borghini, parce qu'après si elle roulait pas, peut-être que derrière ça revenait. Enfin bon, c'était compliqué sa position. Donc par rapport à la SD Works, donc le Tokopeki a très bien joué le coup, et puis à la fin c'est la plus forte qui gagne. Quand on est dans ces cas-là, tu peux pas dire grand-chose, et puis ça paraissait logique par rapport à la course. Oui. À noter la belle performance d'Evita Music, dixième, exactement. Voilà. Bon voilà, on a parlé un peu des Strade Bianche, mais c'est vrai que on va surtout nous parler un peu de la saison des Tours. Bon, Guillaume, je me permets juste une petite remarque sur les Strade Bianche, vu qu'on en parlera plus d'ici la fin de saison. Tu sais, on a toujours eu ce débat. Moi, j'étais assez pour, classer en monument les Strade Bianche par rapport au parcours, au style, etc. Quand on voit qu'ils ont allongé le parcours justement pour être classé en monument, c'est bizarre, mais c'est peut-être la course qui m'ennuie plus qu'avant, tu vois. Est-ce que, tu vois, un monument doit forcément faire plus de 200 km? Enfin, je sais pas, c'est une question qui se pose, parce que je préférais vraiment le parcours d'avant qui était déjà très difficile, et je trouve que l'allonger,
Ouais, ça m'a. Enfin, genre, tu vois, c'était pas super, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir gagné quelque chose, quoi. Tu vois, voilà. Alors, je suis assez d'accord avec toi. On referme la parenthèse sur ça, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai été assez déçu. Alors peut-être que le scénario de course avec le long échappé de plus de 80 bandes de Pogačar y a joué, mais j'étais assez déçu et finalement je me rends compte que les Strade Bianchi ont pas besoin d'avoir plus de 200 km pour être une course déjà très sélective. Et voilà, ouais, c'est ça, tout à fait. Parce que t'as des monuments, c'est obligé. Paris-Roubaix, tu peux pas faire moins de pavés ou moins de kilomètres parce que c'est l'usure qui compte. Tour des Flandres, c'est à peu près pareil. Donc c'est des courses différentes. Les Stradés, c'était déjà tellement dur avant, quand c'était quoi, 180 km. Donc tu peux pas rajouter 30 derrière. Enfin, super, les gars. Enfin, ça apporte pas grand chose de plus, si ce n'est que certaines côtes qui étaient intéressantes parce qu'elles arrivaient dans le final, elles sont beaucoup plus éloignées, à 80 km en l'occurrence. Et alors là, exceptionnellement, le meilleur est parti très vite à ce niveau-là et il a réussi à tenir jusqu'au bout. Mais à terme, peut-être que ça serait une course attentiste parce qu'en fait, personne ne bougera dans cette côte, quoi. Et d'ailleurs, eux, ils avaient mis une publication, le compte Twitter des Strade Bianchi, enfin le compte X Twitter des Strade Bianchi le matin de l'épreuve en disant est-ce qu'on peut être considéré comme un 6e monument. Je trouvais ça très drôle, hein, ils ont été sympas à suivre pendant la journée, mais c'est très bizarre, mais le gros débat des Strade Bianchi 6e monument, j'ai l'impression qu'avec cette modification, ils l'ont clos eux-mêmes ce débat, mais dans le mauvais sens du terme. Je suis d'accord, ouais, c'est vrai, c'est presque dire, ils auraient presque dû laisser le parcours comme avant, en disant, si on peut pas tenter, tu vois, changer un peu les mœurs, entre guillemets, en disant, voilà, pas besoin d'être à plus de 200 km, un peu le mouton noir, entre guillemets, dans ces monuments, mais ça peut être sympa aussi d'avoir un peu ce côté différent, justement, ce que apportent les monuments. Chaque course est différente, et puis à son style, quoi, à son parcours. Et là, c'est vrai qu'ils sont un peu tués tout seuls et je suis assez d'accord. Autant j'étais fan de les mettre en monument l'an passé, autant je suis beaucoup moins convaincu aujourd'hui. Voilà, bon, on se rejoint à peu près sur cette position-là. On referme donc la parenthèse sur les Strade Bianchi où, il faut quand même le dire, t'avais Pogačar et les autres chez les garçons. Et chez les filles, on a toujours eu une belle course, mais parce que aussi, l'écart de niveau chez les filles est beaucoup moins important que chez les garçons. Et finalement, c'était la course fille qui était la plus intéressante à suivre. Bon, la saison des Tours, François Pierre. Dans quel sens allons-nous prendre cette saison des Tours pour la présenter? On va la prendre déjà peut-être par ordre chronologique par rapport au Grand Tour. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai que le fait de voir Tadej Pogačar au départ du Giro peut aussi conditionner ce que peut être le Tour de France plus tard. Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, c'est totalement juste. Tadej Pogačar a décidé de faire le Giro cette année. C'est intéressant déjà pour le suspense pour le Tour de France, parce qu'on sait que quand on enchaîne Giro et Tour, c'est toujours particulier, déjà d'une part. Après, pour le Giro, quand on regarde la concurrence, je pense que je te laisserai énumérer les noms des coureurs qui vont participer au Giro, les favoris au classement général. Ce que j'ai peur pour ce Giro, c'est que déjà le parcours, je suis pas super convaincu cette année. T'as peur que ce soit les Strade Bianchi pendant 3 semaines. Voilà, t'as bien résumé ma pensée. Non, mais alors, je vais énumérer les favoris pour le général, hein, et on va faire le même système que pour la présentation des Stradés de Paris-Nice et de Tirreno, avec 3, 2 et 1 étoile. Bon, déjà, Pogačar, ça fait partie de ces fantastiques, donc on peut, pour moi, seulement le classer lui seul dans la catégorie 3 étoiles. Dans la catégorie 2 étoiles, derrière, pour moi, il y a Geraint Thomas, qui a fait podium l'année dernière, derrière Primoz Roglic. On a Daniel Felipe Martinez, Damiano Caruso qui est un habitué quand même des belles performances sur le Giro, un Giulio Ciccone, un Eddie Dunbar et un Romain Bardet pour moi dans les 2 étoiles. Et après dans la catégorie 1 étoile derrière ceux qui ont soit à prouver pour rentrer dans la catégorie des 2 étoiles, soit des coureurs qui sont un cran plus bas. Je pense à un Huige de Brock, je pense à un Timen Arensman qui est un jeune à suivre, un Jevine, à la paire Bourman-Kamna chez les Bora Hansgrohe qui sera emmené par Martinez, un Hugh Carty dans les 1 étoile, un Nairo Quintana pour la Movistar qui sera au départ et qui doit un peu... J'aurais même pas mis celui-là, on sait pas quel niveau il a. Ouais. Mais c'est exactement pour ça, mais Nairo Quintana reste quand même un super coureur de grand tour, mais il revient de très loin. Il courait la saison dernière en 3e division, il me semble. Voilà, Nairo Quintana, il est leader Movistar pour le Giro. Il y aura Max Poole, le jeune de la DSM, qui sera avec Romain Bardet sur ce Giro. Et puis j'ai mis quand même Ben O'Connor qui a fait 4e d'un Tour de France et qui pour moi est à classer dans la catégorie des 1 étoile, parce que avec cette équipe Decathlon AG2R la mondiale, c'est un peu la grande, pas inconnue, mais la grande surprise
surprise de ce début de saison. Je crois que c'est la deuxième équipe derrière UAE en ce début de saison. Donc pour moi, Ben O'Connor, il faudra le suivre un petit peu et ce changement sur le Giro peut lui être bénéfique. Bon, une fois qu'on a dit ça, FP, on se rend compte vraiment que derrière Pogačar, il y a quasiment un monde d'écart par rapport à la concurrence. Oui, c'est ça. C'est en fait ce qui me déçoit le plus, c'est presque les concurrents de Tadej Pogačar. Alors après, c'est des choix par rapport au parcours peut-être. Après, Remco Evenepoel, voilà, il fallait qu'il arrive sur le Tour de France. C'est pour cette année a priori. Jonas Vingegaard, c'est vrai que c'était l'objectif, c'est de conserver toujours cette victoire au Tour de France. Donc on va voir comment ça va se passer pour lui. Ouais, moi ce qui me déçoit, c'est qu'évidemment la course, on la voit déjà, quoi. Tout le monde va suivre Pogačar le plus longtemps possible, va essayer de le suivre. Je vois pas d'équipe capable peut-être de le mettre en danger. Quelle équipe va oser y aller, parce que même comment elles sont construites a priori, donc on a que ce soit les leaders ou les lieutenants, tu vois, personne va renverser Pogačar. Alors à moins que Pogačar sorte sur abandon, moi j'ai peur de l'ennui. Enfin, tu vois, c'est ça, c'est ça le plus terrible pour un grand tour. Il est annoncé comme grand leader l'année dernière, il a dû abandonner. Oui, évidemment. Non, mais moi, l'an passé, il y avait quand même Primož Roglič. Tu avais quand même Geraint Thomas qu'on n'attendait pas à ce niveau et qui a réussi à jouer sa carte quasiment jusqu'au bout. Donc t'avais quand même on va dire quoi, une concurrence. Là, dis-moi le principal concurrent. Déjà, cite-moi le principal concurrent de Tadej Pogačar aujourd'hui sur ce Giro par rapport à ce qu'on connaît des coureurs, quoi. Même Geraint Thomas, tu peux pas être sûr qu'il va le concurrencer par rapport à son style, tu vois. Il est pas explosif, Geraint Thomas. D'un Daniel Felipe Martinez à la Bora qui passe un grand pour rentrer sur le podium d'un grand tour. On attend qu'un Giulio Ciccone passe aussi un cap avec la Lidl Trek pour arriver sur le podium d'un grand tour. Qu'un Eddie Dunbar qui est potentiellement avec la Jayco Alula pas loin du top 5 d'un grand tour puisse rentrer sur le podium aussi. Pourquoi pas un Romain Bardet qui puisse se faire plaisir. Il y a pas un Français, si, il y a un Français qui sera au départ de ce Giro, c'est Julien Lafilippe. J'en ai pas parlé, mais parce que on l'attend pas au général. Wout van Aert, comment va-t-il se positionner sur ce Giro? Est-ce qu'il va tenter de jouer le général? Il y a aussi Kelderman et Uijsdorok chez la Visma. Bon, on va voir ce que ça va donner. Il y a quand même pas mal d'inconnus au départ de ce Giro-là. L'inconnu, c'est qui va être derrière Pogačar, mais je ne vois pas quelqu'un qui soit en capacité d'aller le gêner. En fait, Pogačar, ce qui va se passer, c'est que un peu ce qui a été au Stradé, il va durcir la course, attaquer, puis derrière les autres vont s'organiser pour faire la course pour la deuxième place un petit peu. Exactement, et c'est ça le plus terrible en fait. On va voir comment ça va se passer. J'espère être surpris en bien, mais après vu le parcours, c'est un parcours taillé pour un coureur explosif, très bon grimpeur comme Pogačar en plus, donc avec des arrivées en côte, tu sais, un peu plus vallonnées, on va dire, mais Pogačar il se débrouille très bien là-dessus. On le sait bien qu'on peut pas le piéger là-dessus, comme par exemple tu peux piéger peut-être d'autres grimpeurs. Enfin voilà, c'est des côtes difficiles, on sait qu'il sait les maîtriser. Enfin, il manque ce concurrent. Potentiellement remporter 10 étapes dans ce Giro. Bon après oui, alors il les remportera pas. Dès le deuxième jour, t'as une arrivée, une arrivée au sommet. À Europa, l'arrivée à Europa, il peut déjà prendre le rose et puis tuer toute la concurrence. Hein. On est un pourcentage assez élevé en plus sur une montée à 11 km. Ça va pas être facile. Mais voilà, moi je pense que le point général, c'est assez convenu qu'on va tous miser Pogačar. Après, pour les autres maillots, bon, peut-être le cyclamen, c'est peut-être là où ça peut être intéressant. Oui, ça peut être intéressant. Tu veux que je donne aussi les sprinters un petit peu, les principaux sprinters de ce Giro? Alors, pareil, j'ai classé en 3, 2 et 1 étoile. Pour moi, il y aura Olaf Koy et Fabio Jakobsen chez les 3 étoiles. Il y en a un qui, pour moi, sera à 2 étoiles et demie. C'est Jonathan Milan. Ça va un peu dépendre de sa première partie de saison. On voit, il est quand même très en forme. Caleb Ewan aussi. Et puis, à 1 étoile, j'ai mis Ethan Hayter, Samuel Sford et Gerben Tyson chez les sprinters de ce Giro. Un plateau de sprinters qui, j'ai l'impression, est un poil plus léger que sur le Tour de France, où on verra. Il y a sur ce Tour de France-là de gros noms. Est-ce que Pogačar peut doubler le Giro et le Tour de France à fond, jouer le général sur les deux, vraiment? Bon, s'il y a un des rares coureurs dans le peloton qui peut le faire, c'est certainement lui, pour le coup. Après, la chance qu'il a, c'est qu'au Giro, il peut peut-être être plus tranquille. Donc après, est-ce que tu peux te réserver sur un grand tour? Je sais pas, mais
s'il a beaucoup d'avance, tu sais, il peut maîtriser son grand tour. Ce qui aurait été différent s'il avait eu de la concurrence ardue des deux côtés, parce que tu devrais te dépenser plus et gaspiller plus d'énergie. Donc à voir. En tout cas, sur le Tour de France, il va avoir un sacré plateau, donc c'est là où ça va être le plus dur pour lui. Le Giro, l'avantage, c'est que il n'a pas de concurrence. Donc voilà, ça dépend. Si tout se goupille bien pour lui, qu'il a aucune chute, qu'il a aucun problème et qu'il prend le maillot soit plus tard parce qu'il a décidé, mais qu'il a genre 5-6 minutes d'avance, il peut s'économiser sur la fin quasiment. Enfin, s'économiser, on s'entend, hein, évidemment, il va falloir courir quand même. Mais je veux dire, moins se dépenser que ce qu'il aurait dû faire s'il avait en face de lui Evenepoel, Roglic ou Vingegaard. Pogačar, il va peu rouler quand même d'ici le Giro. Il a fait les Strade Bianche ce week-end. Alors, on enregistre ce podcast le soir, le mercredi soir après l'arrivée au Montbrouilly, à Paris-Nice, hein, pour que tout le monde se mette bien en tête ce qu'on dit, ce qu'on va dire dans la suite de ce podcast, même si on essaie de se décorréler un peu de ce qui se passe. On va le retrouver ensuite à Milan-San Remo, 2 jours plus tard au Tour de Catalogne, où il va rouler pendant la semaine au Tour de Catalogne, et ensuite on le verra 1 mois plus tard à Liège-Bastogne-Liège, et après Liège-Bastogne-Liège, directement on le verra au Giro. Il ne roulera pas entre le Giro et le Tour de France, et il prendra le départ du Tour de France. Donc Tadej Pogačar, qui je crois va aussi viser les Jeux Olympiques, non ? Est-ce qu'il veut tenter les Jeux Olympiques? Parce que du coup, ça me paraît... J'imagine qu'il y sera. Après, moi, je pense qu'il y a d'autres coureurs qui seraient meilleurs que lui sur ces Jeux Olympiques par rapport au parcours. Alors oui, la difficulté peut l'aider, mais je pense qu'il y a des coureurs quand même un peu mieux dans ce style. Donc, je pense à Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert, par exemple, aussi. Bon, voilà, on va voir qui il y a sur le Tour de France aussi, parce que son équipe est vraiment costaude aussi. Mais c'est vrai que Tadej Pogačar, il a quand même pas mal à pas se faire pardonner, mais il a une grosse revanche à prendre face à Jonas Vingegaard. Il a pris une énorme claque la saison dernière, et sur le Tour de France, Jonas Vingegaard, il va devoir affronter un collectif UAE mené par Pogačar quand même. Oui, effectivement. Alors après, tu veux qu'on passe au Tour de France maintenant ou pas? Parce que moi, sinon, sur ma théorie du Giro, et j'ai un peu terminé là-dessus, mais c'est vrai que Pogačar, ce qu'il va devoir faire, je pense que s'il va sur le Giro, pour terminer là-dessus en tout cas avec Pogačar, c'est que je suppose que le Giro, il est là pour se rassurer. Ça fait quand même un moment qu'il n'a pas gagné de grand tour au final, quand il pense, hein, ça fait un petit moment, parce que Vingegaard a gagné 2 derniers Tours de France, c'est ça, hein, 2 derniers. Donc depuis son dernier Tour de France. Ça fait 2022. Parce que Pogačar n'a pas remporté ni le Giro ni la Vuelta jusque-là. Exactement, donc je pense que c'est presque, alors c'est triste à dire pour le Giro, mais c'est presque pour se rassurer, gagner un grand tour sans véritable concurrence, et puis arriver au Tour de France, voilà, avec de la confiance, en se disant, j'ai remporté un grand tour, je suis capable encore de faire ça. Et puis voilà, et puis après, l'avantage du Tour de France par rapport à Pogačar, c'est qu'il n'est plus l'ennemi. Si, ça va toujours être l'ennemi numéro 1 de la Jumbo la Visma Lease Bike, pardon. Mais par contre, il aura Vingegaard va devoir surveiller d'autres coureurs. Donc en fait, c'est aussi un avantage pour Pogačar. Il sera moins épié. Je sais pas si tu voudras faire la liste tout à l'heure, mais la start list un peu du Tour de France est impressionnante pour le général, parce que même les seconds couteaux, ceux derrière, ils sont quand même plus fort que les seconds couteaux au Giro. Eh bien, on va y aller tout de suite sur la start list du Tour de France. En tout cas, les principaux favoris. 3, 2, 1 étoile, pareil. 3 étoiles, Pogačar et Vingegaard, parce qu'ils font partie de ces fantastiques qui vont jouer, le général. 2 étoiles, j'ai mis un trio de la UAE qui va accompagner Pogačar, Adam Yates qui a fait podium l'année dernière, si je me trompe pas, avec Pogačar, avec Joao Almeida et Juan Ayuso, quand même, pour accompagner Pogačar, c'est très costaud. Dans les 2 étoiles, un Sepkus qui a remporté la Vuelta l'année dernière, Remco Evenepoel et Primož Roglic, qui sont chez Soudal Quickstep et Bora, Sepkus qui accompagnera Vingegaard comme il l'a accompagné sur la Vuelta, Simon Yates quand même qui a fait 4e l'année dernière, et puis Enric Mas, parce que Enric Mas est toujours là. Ça c'est chez les 2 étoiles seulement, quand même que les 2 étoiles. On passe chez les 1 étoile où il y a quand même de la concurrence, et il y a quand même des costauds. Un Matteo Jorgensen qui sera avec Kuss et Vingegaard, nouvel arrivant chez Visma Lease Bike. Mikel Landa qui accompagnera Remco Evenepoel, Carlos Rodriguez pour la Ineos qui a fait top 5 l'année dernière, Peyo Bilbao qui est toujours là au rendez-vous, David Gaudu, et on va en parler de David Gaudu parce que il a beaucoup à jouer sur ce Tour de France, Tao Gegenhardt arrivé chez Lidl Trek, Richard Carapaz ancien podium sur ce Tour de France, et j'ai mis un Guillaume Martin chez les 1 étoile parce que c'est Guillaume Martin, parce que c'est un Français, mais
au fond de moi, j'y crois pas trop, mais j'ai quand même voulu mettre un Français, en plus de David Gaudu. Et puis Félix Gall, parce que Félix Gall, il fait top 10 l'année dernière sur le Tour de France. Et quand même, Félix Gall avec cette équipe Decathlon AG2R, j'ai l'impression qu'il est en constante progression, donc ça va être à suivre. Il avait très bien terminé le Tour de France l'année dernière. Il a prolongé de 2 ans aussi, en plus. Autrichien, exactement. Exactement, et qui a performé sur la montée du Mont Brouilly sur Paris-Nice ce mercredi, mais on va décorréler de ça. Le Tour de France, Vingegaard, il va pas falloir qu'il regarde que Pogačar, que les UAE, parce que derrière, il y a quand même Evenepoel qui arrive le couteau entre les dents pour son premier Tour de France, et Primož Roglič qui arrive lui avec une grosse revanche à prendre contre Vingegaard, contre ce qui s'est passé à la dernière Vuelta, et aussi pour prouver à sa nouvelle équipe Bora qu'il est le grand leader de l'équipe. Ouais, c'est tout à fait ça. Roglič, après, voilà, pour l'instant, on est sur un début de saison un peu en demi-teinte. On l'a pas encore vu surperformer à l'heure où on enregistre le podcast. Mais c'est vrai que c'est l'avantage pour les outsiders de ce Tour de France, que ce soit Pogačar, alors je le mets dans outsider parce qu'évidemment, il n'a pas gagné un Tour depuis 2 ans, Evenepoel, Roglič notamment, c'est que t'as cet effet où s'il a un attaque, Vingegaard va quand même devoir y aller, quoi. Ils peuvent pas laisser partir un Evenepoel, ils peuvent pas laisser partir un Roglič, un Pogačar encore moins. Donc en fait, t'as forcément un moment, il y aura un gagnant parce que ils vont pas tous s'attaquer entre tout le temps, ils vont pas se relayer. Donc ça peut profiter aussi à des seconds couteaux derrière. Mais moi, tu vois, un coureur que j'aurais mis plus haut, c'est presque Félix Gall, parce que lui, l'impression qu'il donne en ce moment, c'est qu'en montagne, alors le problème de Félix Gall, c'est le chrono pour l'instant. Le chrono, c'est très compliqué, et on sait que sur ce Tour de France, il y aura encore un sacré chrono individuel, mais même si c'est en montée, il me semble, le dernier chrono. Voilà, donc. Ce sera vallonné, ouais. C'est vallonné, donc voilà, donc c'est la Turbie et Col d'Èze, je crois. Voilà, mais ça peut correspondre un peu plus à Félix Gall, mais c'est un coureur même comme Carapaz, Tao Geoghegan-Hart. Attention, on se rappelle lui aussi, très très performant quand il est très en forme. Donc moi, Vingegaard, quand je vois l'équipe Visma-Lease en début de saison, comment ça gère certaines courses. Il n'y a pas Wout van Aert, il faut rappeler, sur ce Tour de France, parce qu'il donne la priorité au JO. Attention. Voilà, moi je mettrais un gros bémol parce que Vingegaard sans Van Aert, c'est quand même pas la même rengaine quand t'as un Wout van Aert en équipier, même en montagne, parce que mine de rien, il peut aussi t'aider à ce niveau. Donc, il y a encore des vaincus, Jorgensen, mais attention, Sepkus, c'est pareil. À la porte. Ouais, mais Guillaume Sepkus, moi je veux bien, il a remporté la Vuelta, tout ça, l'an passé, exceptionnel. Moi, Sepkus, ça fait combien de temps qu'on le connaît, lui? Ça fait quand même quelques années. Il y a eu un gros trou d'air, lui. Alors, je veux bien, pour l'instant, on sait pas à quel niveau il est, mais j'attends de voir, parce que Sepkus, ça peut être magnifique comme l'an passé, comme complètement anonyme il y a 2 ans, 3 ans, tu vois. Ouais, donc c'est ça sûr. aussi. Donc c'est le problème de ce coureur-là, c'est que c'est pas une valeur sûre pour te dire, ok, tu vois. UAE par exemple, Adam Yates, tu sais que même s'il est un peu moins bien, le gars il t'accompagnera quand même assez loin. Mais tu penses pas que le fait qu'il ait gagné la Vuelta, ça lui ait permis de passer un cap? Oui, évidemment, genre dans le statut certainement, mais je pense tu m'enlèveras pas de l'idée que ça lui a, parce qu'il est quand même plus âgé. C'est pas le jeune coureur quand même où tu te dis il a pris confiance et tout. Moi après, je me trompe ça peut-être, mais Sepkus, j'attends de voir encore une fois cette saison s'il confirme. Moi sur le papier, l'équipe qui me paraît la plus impressionnante, c'est UAE évidemment. Juan Ayuso, j'en parle même pas. Almeida, Adam Yates. Alors, j'ai pas parlé de la Bora très vite fait, parce qu'avec Roglič, t'as Daniel Felipe Martinez, Jay Hindley, ancien vainqueur du Giro, et Alexander Vlasov. Oui, c'est ça. Oui, c'est une belle équipe aussi, je dis pas, mais c'est moins bien. Moi, je trouve que UAE, alors c'est quand même très bien, mais c'est moins bien que UAE. Martinez, il aura fait le Giro, par exemple, donc quelle forme il aura. Jay Hindley et Vlasov, pareil, voilà. Bon, ça, après, c'est plutôt des valeurs sûres également. Alors, je les ai pas mis dans les 1 étoile, parce que pour moi, Roglič va tellement être leader, en fait, que voilà, alors attention également que Roglič soit l'hyper leader de cette Bora. Attention aussi à l'équipe Ineos Grenadier aussi, parce que Tom Pidcock a annoncé qu'il voulait faire les grands tours, le général des grands tours. Est-ce que ce sera déjà le cas pour ce Tour de France ou pas? On sait qu'il y a Carlos Rodriguez évidemment qui sera certainement le leader protégé, mais c'est pas dit qu'un Tom Pidcock, faudrait voir comment il se comporte, soit aussi dans un peu un coureur protégé également, quoi. Donc on sait qu'ils ont toujours plusieurs têtes chez Ineos.
c'est pas impossible qu'un Tom Pidcock fasse partie de cette liste-là et ça peut être une surprise, quoi. C'est une bonne préparation. Alors pour l'instant, il n'a pas encore prouvé qu'il était capable de tenir les leaders en montagne, mais à voir. Chez Ineos, on voit, il n'y a pas d'Egan Bernal annoncé sur le Tour de France, lui qui est annoncé que sur la Vuelta, mais Egan Bernal, on le voit quand même revenir pas mal dans ce début de saison. On l'a vu, bon, sur ce Paris-Nice, pour l'instant, il est dans les roues, il est pas mal. Je crois que c'est au Grand Camino où il a suivi pendant un peu de temps, il s'est bien placé derrière Vingegaard aussi. Est-ce que Egan Bernal, suivant sa forme, ça peut pas être la bonne surprise, peut-être à un moment donné, de le mettre sur le Tour de France? Non, je pense que là, il revient bien. Laissons-le tranquille, revenir sur la Vuelta tranquillement, faire un bon résultat sur la Vuelta, reprendre confiance. En l'occurrence, lui, ça marcherait, puisque lui, par rapport à l'accident qu'il a eu terrible contre un bus, et il s'est brisé tellement de dos, et il a tellement souffert physiquement qu'il faut qu'il se rassure. Là, il se rassure en ce moment, et faire une saison complète, sans trop de blessures, arriver sur la Vuelta en forme. Pour moi, c'est un très très bon programme de la part d'Ineos. Et chez Ineos, tu les vois quand même se mêler à la bagarre avec les Visma, avec les UAE, peut-être avec les Bora ou les Soudal avec Evenepoel. Evenepoel qui sera avec Mikel Landa, on le rappelle. Ineos, la force, ça a toujours été le collectif depuis des années et ça sera encore cette année. Moi, la difficulté, peut-être, c'est tu me parlais le groupe du Tour de France pour la Quick Step. Là, c'est un Soudal Quick Step. Je suis un peu curieux de voir. Mikel Landa, oui, ce sera le principal équipier d'Evenepoel. Moi, je les trouve pas si dingues que ça en termes d'équipe pour l'instant. Mais après, ils sont dans la peau d'outsider, donc Evenepoel va se contenter beaucoup de suivre, je pense, au début. En plus, ils découvrent le Tour de France, l'ambiance, les bordures, tout ça. Un peloton du Tour de France est différent. Donc voilà, je suis curieux de voir comment ça va se passer. Mais il n'a pas une équipe pour l'accompagner. Enfin, pour l'instant, on n'a pas tous les noms, évidemment. Mais voilà, moi sur les autres, sur le papier qui est annoncé aujourd'hui, UAE, ouais, grosse équipe. Bon, après derrière on mettrait Visma Lease Bike et Bora Hansgrohe et Ineos, ouais. Et peut-être dans un autre temps derrière, peut-être l'équipe de Evenepoel. Moi je mettrais Ineos à la hauteur de l'équipe d'Evenepoel. Je les redescendrai d'un cran parce que Ineos, certes ils ont Carlos Rodriguez qui est top 5 du Tour de France, ils ont quand même perdu de leur superbe ces dernières années. Oui, non, ils ont perdu leur superbe, mais moi je trouve que collectivement ils ont toujours les coureurs placés dans les moments importants de la course. Alors oui, ils gagnent pas tout le temps, ils sont pas, il leur manque ce coureur qui gagne effectivement, mais t'as vu les monstres en face pour l'instant. Bien sûr. Enfin il y a une génération Evenepoel, Pogačar, Vingegaard, si tu les as pas, c'est difficile, ils en laissent pas beaucoup des miettes de victoire, donc moi je trouve que c'est plutôt bien. Le collectif pour moi est vraiment bon, hein. Il faut pas le négliger, mais bien sûr. C'est mon avis. Evenepoel et Roglic, est-ce que selon toi c'est les adversaires numéro 1 de Vingegaard et de Pogačar dans un deuxième temps? Est-ce que tu crois surtout qu'ils ont leur chance? Ah bah oui, évidemment ils ont leur chance, d'autant plus que Evenepoel, lui tu sens que c'est vraiment, il veut prouver, il veut montrer. Roglic c'est un peu une histoire de revanche face à Vingegaard parce qu'il a un peu perdu sa place évidemment, et puis à la Vuelta l'an passé il a aussi perdu sa place face à Sepp Kuss. Bon, c'était des faits de course évidemment, mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment les deux qui peuvent poser le problème. Et puis Evenepoel, on sait que c'est un coureur capable, comme Pogačar également, de partir à 50 bornes sur n'importe quelle étape et d'essayer de tenir, tu vois. Enfin, il va enflammer sur de France, Evenepoel, et c'est ça qui est bien, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il va forcément mettre en danger les gros, et c'est ça qui est cool, parce que pour une fois on a eu un duel. Pour moi là on aura un quatuor ou au moins un trio, et ça c'est intéressant quand tu regardes une course cycliste. Donc toi ce que tu attends d'Evenepoel, c'est qu'il dynamite la course. Ouais, pour moi ce sera lui le dynamiteur. Parce que Pogačar et Vingegaard, ils vont quand même s'observer, ils ont l'habitude, tu sais, c'est un peu les deux ennemis habituels, quoi. Tu te regardes tout le temps, tu regardes où il est placé, etc. Evenepoel, il va arriver là, je dis pas qu'ils vont le découvrir, mais lui, il va découvrir le Tour de France, et puis voilà, c'est le genre de coureur, oui, peut-être qu'un jour il va perdre 30 secondes quelque part, le lendemain il va vouloir faire tout péter pour le récupérer, quoi, tu vois, donc c'est ça qui est cool. Très rapidement, la liste la liste des sprinters sur ce Tour de France, elle est costaude, attention. 3 étoiles pour moi, j'ai mis Jasper Philipsen, maillot vert l'an dernier, et Mats Pedersen, parce que Mats Pedersen, c'est un top coureur mondial. Chez les 2 étoiles, Groenewegen, Jacobsen et Mark Cavendish. Mark Cavendish, on sent que lui, il mise tout sur sa victoire d'étape pour dépasser Eddy Merckx, c'est ça, il me semble?
Ouais, tout à fait. Il a déjà égalisé, il veut le dépasser, voilà. Eddy Merckx, donc le sprinter de chez Astana, qui a prolongé sa carrière d'une année, et chez les 1 étoile, un Phil Bauhaus qui a gagné sur Tirreno, un Brian Cocard, quand même, un Biniam Girmay, un Arnaud Desmar, même s'il va devoir se régler avec les Arkea, sa nouvelle équipe, et puis un Arnaud Delis qui a dû abandonner le Paris-Nice parce qu'il n'était pas forcément très en forme après sa chute sur le Samin la semaine dernière. Un plateau des sprinters, encore une fois 3 étoiles sur ce Tour de France. Ouais, c'est impressionnant. Puis bon, ouais, tout pour Cavendish, hein, on va pas se cacher. Non, mais c'est oui, ce serait magnifique pour lui. Mais oui, en fait, le Tour de France, quand tu regardes les start lists, c'est quand même la start list la plus belle. Et pourtant, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu avec les JO, hein. Je me rappelle les discussions l'an passé. C'est vrai, tu te souviens, hein, on disait oui, avec les JO à côté, il y aura personne sur le Tour de France. Alors, il va manquer des coureurs importants, certes. Van Der Poel, j'ai pas cité Van Der Poel, hein. Depuis le début, j'ai pas cité Van Der Poel sur un grand tour. Hein. Ah non, c'est oui, non, c'est ça, programme des classiques, mais ouais, on sait pas encore. Mais moi, je pense qu'il ira pas. Enfin, bon, on va voir. Ou alors il abandonnera au milieu. Mais en tout cas, voilà. A priori, pas de Van Der Poel, pas de Van Aert sur le Tour de France. Mais même ça, tu vois, même sans eux, t'as quand même une sacrée start list. Et les sprints, ça va être costaud parce que les sprints aussi, il va falloir se placer, quoi. Ouais. On rappelle que Van Der Poel avait déjà abandonné le Tour de France après 10 jours. C'était avant les Jeux Olympiques de Tokyo sur le Tour 2021. Il avait pris le maillot jaune. Il avait dynamité la course pendant 10 jours. Et puis après, hop, il s'était barré. Il était parti j'avais oublié. Japon. Oublié ça. Voilà, exactement. Bon, est-ce que pour toi il y a quelqu'un, parce qu'on a beaucoup parlé un petit peu des différents collectifs et tout, est-ce qu'il y a pour toi il y a quelqu'un qui est capable, que ce soit sur le Giro ou le Tour, de créer la surprise? Un coureur surprise au général? Un Tao Gegenhardt qui avait remporté le Giro. Je sais pas. Tao Gegenhardt, il y avait qui d'autre? Il y avait Jane Lee qui avait remporté le Giro et qui n'était pas forcément attendu. Est-ce que pour toi il y a quelqu'un? Ryder Ejdaal, ça c'est la plus grosse arnaque du cyclisme. 2012, il me semble. Je provoque un peu. Ça remonte à loin. J'ai plus la date. 2012 ou 2013, c'est à peu près par là. Ouais. 2012, il me semble. En tout cas, voilà. Non, pour le Giro, j'y crois pas une seconde si Pogačar finit la course. Et sur le Tour, vu la concurrence, alors est-ce que Evenepoel c'est une surprise pour toi? C'est ça aussi la différence. Moi, si tu me dis que c'est une surprise, alors oui. Mais si tu me parles des coureurs style Félix Gall ou quoi, Tao Gegenhardt, non, je pense qu'il y a trop d'outsiders. Enfin, il y a quand même 4 coureurs, il faudrait que 4 abandonnent. Ayuso, Almeida, qui serait finalement leader à la place de Pogačar. Non, ils ont pas le niveau pour pas encore en tout cas pour Ayuso par exemple. Enfin, je pense pour concurrencer. Roglic, est-ce qu'il peut enfin aller chercher son Tour de France? Moi, j'y crois pas, mais après, on va voir. Mais je pense que c'est peut-être l'une des dernières chances pour lui, ou si ce n'est la dernière chance. Très rapidement, le plateau de la Vuelta, et on va passer à David Gaudu. Très rapidement, le plateau de la Vuelta, pour l'instant de ce qui est annoncé, mais on sait très bien que la Vuelta, la start list, elle peut s'ajuster ensuite suivant les formes en fin de saison. Vingegaard est annoncé sur la Vuelta. C'est le seul dans la catégorie 3 étoiles, selon moi. Chez les 2 étoiles, on a pour l'instant le duo Adam Yates, Joao Almeida, Sepp Kuss pour bien défendre son titre, Mikel Landa, Egan Bernal et Enric Mas chez les 2 étoiles. Chez les 1 étoile, Nairo Quintana, Max Poole et le duo David Gaudu, Lenny Martinez annoncé sur la Vuelta pour la Groupama FDJ. Chez les sprinters, très rapidement, sont annoncés Mats Pedersen, Wout van Aert, Caleb Ewan, Jordi Meeus, pour l'instant les principaux sprinters annoncés sur cette Vuelta. J'ai juste oublié de dire, chez la DSM au Tour de France, il y aura le duo Bardet-Barguil qui est revenu chez l'ancienne équipe, l'ancienne dénomination de la DSM, c'était je cherche. Tu l'as, toi? La nouvelle domination, c'est l'ancienne dénomination de l'actuelle DSM. À l'époque où il y avait Dumoulin, où Barguil était avec Dumoulin et compagnie. Non. C'est pas le Pessil. Bon. Ah non. Je vais le retrouver. On va parler un peu de David Gaudu. Je voulais en faire un petit focus. Pour moi, il est un tournant de sa carrière. Ah oui, pour moi, David Gaudu est un vrai tournant de sa carrière. J'ai l'impression que le Tour, il y a 2 ans, a été son plafond de verre. Il a tenté de suivre à la pédale l'année dernière, il a pris une grosse claque. Et là, David Gaudu en 2024. Alors en plus, on enregistre juste après l'étape du Montbrouilly. Il a pris une énorme claque en plus en tombant, en voulant enlever son impair dans l'avant-dernière bosse avant la montée vers le Montbrouilly.
rien ne va, on a l'impression en ce moment pour David Gaudu. Il doit se racheter et il est vraiment à un moment donné où il doit s'affirmer comme le grand leader de cette Groupama FDJ. Alors après, ce sont des cycles, c'est toujours pareil. Il a eu son cycle, tu sais, où il avait fait une très belle performance sur Liège-Bastogne-Liège, derrière le Tour de France magnifique. On a après, oui, effectivement, il a eu des Tours de France, Tour de France plus compliqués derrière, mais il fait quand même top 10, il faut pas oublier. Oui. Mais on l'attendait pas dans le top 10, mais plus haut. Mais rappelle-toi, il y a une époque, les Français, ils faisaient pas top 10, donc, et parfois même pas top 20, donc c'était compliqué. Mais non, au-delà de ça, c'est que oui, je suis d'accord avec le côté, il va falloir qu'il s'affirme pour être le grand leader de cette Groupama FDJ, d'autant plus qu'il y a la génération Romain Grégoire, Lenny Martinez, qui arrive très fort, et surtout Lenny Martinez, qui montre qu'il peut être un leader et un grand leader peut-être dès l'année prochaine. Alors, on pourra en parler plus tard, je pense, quand on aura peut-être plus d'informations de notre côté également, sur les rumeurs qui courent. Il est annoncé chez Bahreïn. Il est annoncé chez Bahreïn, mais je pense qu'il y a d'autres équipes aussi dessus. Alors, je pense que c'est toujours pareil, parce que aujourd'hui, par rapport au dernier podcast qu'on avait fait, tu sais, ensemble avec nos amis de Vélo Futé sur les grosses écuries, je pense que l'industrie du cyclisme se transforme petit à petit vers le football. Et on m'a toujours dit au football, et c'est vrai que je remarque dans ce que je relis, etc., la première équipe qui est annoncée pour un joueur, c'est rarement celle qui va le recruter. Donc tu vois, c'est juste pour attirer un peu le poisson et pour dire, pour les requins, on va dire, pardon, et dire, attendez, regardez, lui, il est là. On pourrait très clairement voir Lenny Martinez dans une équipe comme la Ineos, par exemple, qui est misée sur les gamins qui montent. Ça serait pas déconnant. Exactement, voilà. Après, c'est quoi le problème, question? Parce que nous, c'est vrai qu'on a fait plusieurs interviews avec Lenny Martinez. De ce qui transparaît, je connais pas, on ne connaît pas plus que ça, mais de ce qui transparaît dans les interviews, ça paraît quelqu'un de très posé, réfléchi, et qui semble avoir une belle idée de ce qu'il veut faire plus tard. Moi, c'est aussi la question, parce que j'ai vu beaucoup de choses passer. C'est pour ça que je me permets de faire un aparté sur Martinez et je reviens sur Gaudu après. Oui, mais Martinez, pour moi, c'est lié un peu. Ouais. Martinez, moi, je veux bien. J'entends tout le monde dire Martinez, oui, il veut de l'argent, etc. Il veut partir de la FDJ alors que c'est la meilleure équipe pour lui. Moi, je vais vous dire un truc simplement. Demain, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Parce que déjà, moi, il me bluffe sur ce début de saison. Je ne m'attendais pas à ce niveau, notamment sur l'Estrade Bianche. Par rapport à ce profil, on sent qu'il a pris de la caisse aussi. Il a un profil petit, mais on a l'impression que sur le plat, il est quand même meilleur qu'un David Gaudu à la même époque, par exemple. Donc sur un chrono, je pense qu'il perdrait moins de temps aussi sur un grand tour. Un coureur comme ça, avec un potentiel comme ça, parce qu'aujourd'hui, on parle de potentiel maintenant, comme au football, visiblement. Vous pensez vraiment qu'il ne peut pas demander un salaire de leader, en tout cas la Groupama FDJ, en disant faites des efforts? Rappelez-vous, Pinot en fin de carrière, c'est quand même pas un petit salaire, et c'est un très très gros salaire, Pinot à l'époque. Et par rapport à ce qu'il faisait en performance, c'était peut-être trop. Mais il avait cette aura parce qu'il avait fait ses résultats avant, peut-être. Mais c'était un autre cyclisme. Aujourd'hui, si tu veux le garder, soit tu mets les moyens, mais il n'y a pas que ça. Parce que moi, je veux bien que si tu es cité Martinez, tu dis, moi je veux un salaire qui convient à mon statut, d'une part, ce qui est normal d'ailleurs par rapport à ça. Mais en plus, il va falloir que tu dises, oui, mais par contre, les équipiers, moi, il m'en faut. Parce que moi, aujourd'hui, à la Groupama FDJ, je suis grimpeur. Enfin, je veux gagner le Tour, par exemple, ou même top 3, top 5. Mais j'ai pas l'équipe pour le faire, là. Même David Gaudu, moi, on le tombe dessus. Mais qui m'emmène? On l'aime bien, on l'a vu, Rémi Rochas, c'est pas suffisant. Rémi Rochas, en grande forme, il peut être super, mais c'est pas suffisant. Et Bijstrom, je suis désolé, non, c'est pas suffisant non plus, largement pas. Enfin, Quentin Paché fait un très beau début de saison actuellement, mais en haute montagne sur un gros tour, non, c'est pas possible. Donc moi, je comprends quand les gens disent oui, Lenny Martinez va partir pour l'argent. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Tu pars peut-être parce que, alors, évidemment que la FDJ proposera pas un salaire comme Ineos et Bahreïn, mais FDJ doit aussi montrer peut-être des garanties au niveau des équipiers, parce que moi, si je suis Martinez, si j'ai pas d'équipier, mais que j'ai le même salaire qu'à la Bahreïn ou que je sais pas Ineos, etc., et qu'on me dit à Ineos, par exemple, ou à Bahreïn, peu importe, on te confiera les clés du camion, t'auras ta place pour le Tour de France, par exemple, ou le Giro, ou la Vuelta, mais plutôt le Giro, je pense. Mais le Giro, voilà, tu seras leader et on te mettra telle ou telle personne avec toi. Caruso, par exemple, ou je sais pas, ou Bilbao, un exemple comme ça. Ah, ça n'a pas la même gueule déjà, tu vois. Donc moi je comprendrais quand si on me dit l'argument sportif. Après je sais pas ce que je pense, mais voilà. Alors je suis un peu d'accord avec toi, mais pour moi c'est pour ça que c'est lié avec David Gaudu, parce que c'est peut-être un petit peu une lutte de génération. Madouas a été capable d'accompagner Gaudu très loin aussi en montagne. On sait aussi que dans le cyclisme d'aujourd'hui, t'as 3 équipes qui font la course et t'en as pas beaucoup d'autres. Après derrière, tu tentes de rester dans les roues le plus longtemps possible. Derrière les Pogacar, les Vingegaard et compagnie.
Et voilà. C'est là pour moi on est à un moment donné un tournant dans cette équipe Groupama FDJ et pour David Gaudu. C'est parce que David Gaudu, s'il atteint son plafond de verre, et bien derrière peut-être que là ce qui se passe en ce moment, alors c'est pas Lenny Martinez, c'est son agent qui négocie avec les équipes et aussi avec Marc Madio. Peut-être que le clan Martinez est en train de dire aussi à Groupama FDJ écoutez, maintenant il va peut-être falloir, si vous voulez nous garder, nous faire plus de place, nous faire de la place comme un vrai leader et qu'on nous, mais pas qu'on dise à un David Gaudu tu travailles pour moi, tu roules pour moi, mais peut-être un peu. Parce que là, le duo Gaudu-Martinez est annoncé sur la Vuelta. Sur le Tour, Gaudu est avec Romain Grégoire. Pareil, quelle place tu donnes à Romain Grégoire? Quel duo va s'imposer dans l'avenir à Groupama FDJ? Est-ce que c'est Gaudu-Madouas, qui a déjà eu sa chance? Ou est-ce que c'est Martinez-Grégoire qui est en train de donner un énorme coup de pied dans la fourmilière? Et est-ce que le successeur de Thibaut Pinot n'est pas David Gaudu, mais peut-être Lenny Martinez? Ouais, alors oui, je suis d'accord avec toi sur encore le plus changement. avec ce qui s'est passé, encore plus, et je termine sur ça. Oui, mais encore plus avec ce qui s'est passé pour David Gaudu avec Arnaud Démare. Non, mais ça c'est vrai. Non, mais je suis entièrement d'accord. Mais la problématique aurait été celle-là, ce que tu dis, si Martinez, Grégoire, Gaudu et Madouas étaient en fin de contrat tous ensemble en 2024. Or, c'est pas le cas puisque Madouas et Gaudu sont encore en contrat l'année prochaine. Donc en fait, t'as pas le choix. Enfin, en cyclisme, c'est impossible que quelqu'un paye pour David Gaudu l'année prochaine. Enfin, je vois pas qui en tout cas. Et puis pour Madouas, peut-être. Madouas, c'est vrai que ça. Mais non, mais le fait est peut-être de dire, mais maintenant Martinez, David Gaudu, est-ce que tu peux? Alors, on va regarder derrière. Alors, on va regarder juste la durée de contrat de David Gaudu. Encore 2025. Juste la dénomination de, c'est 2025. 2025 la fin. Donc il a encore une année. La dénomination de l'ancienne équipe de Barguil que je cherchais, c'était à Sunweb tout à l'heure. Vite fait, voilà. Bravo, Giant bravo. Et ensuite c'était devenu Sunweb. Voilà, terminé. Non, pour Lenny Martinez, c'est-à-dire que si tu lui donnes un pont d'or et que tu le gardes en 2025, David Gaudu va être en fin de contrat en 2025. Il va avoir sa dernière année de contrat et on sait que c'est dans les dernières années de contrat que ça se négocie fortement pour l'année d'après. Donc le timing est pas si déconnant que ça en fait, François-Pierre. Non, il est pas déconnant. Le timing est pas si déconnant que ça. Mais pour Martinez, et pour lui promettre une place et des bons équipiers, c'est un peu compliqué parce que t'as aussi un budget à respecter. On sait que Groupama FDJ, c'est pas les plus riches du peloton, ils peuvent pas sauf dire. Sauf que si tu donnes un gros contrat pour 2025. Et que tu anticipes peut-être sur un départ de David Gaudu ou en tout cas une mise sur un pied d'égalité de Martinez et Gaudu, et bien derrière tu pourras peut-être investir pour avoir. On sait que pendant un temps tu avais la Groupama FDJ avait quand même misé sur un train de sprinter et les salaires qui vont avec autour d'Arnaud Démare, les grimpeurs qui vont autour de Thibaut Pinot, et puis ensuite la génération qui va autour et l'équipe de montagne avec David Gaudu. Donc la Groupama FDJ aujourd'hui a quand même un budget capable d'aller miser sur des coureurs qui sont capables de rouler pour ces mecs-là. Et on sait que sur les grands tours, je te le rappelle quand même, sur les grands tours, on n'a pas aujourd'hui une obligation quand on est la Groupama FDJ d'avoir une équipe pour assumer la course pendant 3 semaines. C'est pas ça qu'on demande, c'est d'avoir peut-être comme un Valentin Madouas capable d'être lieutenant de Gaudu et capable de faire top 10. C'est un gars comme ça qu'on a besoin. Oui, mais après, il faut des ambitions. C'est que moi, si je suis Martinez et que tu ne sais pas jusqu'où tu peux aller, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a ça aussi, c'est que si tu t'estimes capable, un temps soit peu, même une chance sur 5, sur 10, sur 100, de gagner un Tour de France, un grand tour, ou un grand tour à jour, je parle du Tour de France, c'est bête, mais un Giro ou une Vuelta. Mais moi, je suis désolé, il faut quand même que tu me prouves, quand tu es l'équipe qui te veut, de dire, voilà, notre plan, c'est... Parce que le truc, c'est que tu peux dire, ouais, mais écoute, dans 3 ans, je te promets, on aura les équipes. Ouais, mais 3 ans, ça passe vite. L'année prochaine, je te parle pas de 3 ans, moi, je te parle d'1 an. De quoi ça? Non, bah oui, mais même un an, tu veux dire, dès l'année prochaine, non, parce que l'année prochaine, Gaudu, il se mettra pas au service de Martinez, hein. Faut pas croire ça, hein. Et puis, on sera dans la dernière année de contrat de David Gaudu. Oui, d'accord, non, oui, bah peut-être, mais David Gaudu, je veux dire, souvent en plus les coureurs sont quand même meilleurs l'année où ils sont en fin de contrat, ce qu'il faut avouer aussi. Et puis David Gaudu, même s'il est un peu moins bon, l'an passé, alors oui, les courses sont pas toutes terribles, il fait 2e de Paris-Nice, top 10 du Tour de France. Si on parle d'une mauvaise année comme ça, si on regarde froidement, c'est une année
correct, plus que correct par rapport à ce qu'on a pu connaître, nous, supporters français, dirons-nous. Sauf qu'on attendait de David Gaudu qui passe un cap après sa 4e place sur le Tour 2022. Ça, je suis d'accord. Mais s'il l'a pas passé, très bien. On a compris, son potentiel, il est là. Maintenant, il faut que aussi, pour moi qui aime beaucoup ce coureur, je pense qu'il doit aller voir là où il était quand même très performant, jeune, les classiques ardennaises. Remporter une classique, ça peut être possible par rapport à des faits de course, je pense. C'est plus dans ses cordes. Il a une bonne vitesse au sprint. C'est pourquoi pas dans un petit groupe de 5 à l'arrivée, par exemple. Un grand tour, je pense pas qu'il pourra le gagner un jour. Malheureusement, je pense qu'effectivement, ça, tu as raison. Mais regarde, faire un top 10 encore, top 5 avec un peu de chance, même pour moi, déjà, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont mis sur le Tour de France cette année. Mais je sais que c'est le sponsor, etc., c'est différent. Mais il aurait dû faire le Giro, tu vois, pour s'aérer aussi, changer un peu. Et pour moi, c'est un coureur qui peut-être peut se libérer et avoir un beau palmarès à l'avenir sur d'autres grands tours et d'autres tours qu'il ne fait pas hors de France, en tout cas. Et moi, déjà, ce qui m'interroge, c'est de voir Lenny Martinez annoncé seulement sur la Vuelta. Même pas sur le Giro pour l'instant, oui, parce que pour l'instant sur le Giro n'est annoncé que Laurens Pitty, principalement pour la Groupama FDJ. Bon, sur le Tour de France sont annoncés Gaudu, Grégoire, Madouas et Stéphane Kung, et il n'y a pas de Lenny Martinez. C'est normal ça, mais c'est normal, tu peux pas... Non mais attends, Lenny Martinez, il a fait une très belle année l'an passé, il fait un très bon début de saison. Certes... Oui, mais tu mets Grégoire et pas Martinez. C'est déjà une indication sur le fait que peut-être que Lenny Martinez, tu lui fais faire la Vuelta quand même pour lui faire un grand tour. J'espère qu'il va peut-être être mis au dernier moment sur le Giro, j'espère. Ouais, bon, si tu t'es pas préparé pour le Giro, écoute, mais au dernier moment, ça n'a jamais vraiment marché, ces choses-là. Hein. Bah, on l'a mis sur l'Estrade Bianche, il n'était pas forcément annoncé. Oui, bah, attends, tu parles d'une course d'un jour, Guillaume. Je suis d'accord. Il va faire top 10 direct sur l'Estrade Bianche. Oui, ouais, mais on parle d'une. En plus, ça n'a rien à voir, parce qu'il est en forme en ce début de saison, et ça marche bien, il a remporté une course 3 jours avant, effectivement, mais non, je veux dire, tu compares pas le Giro au Strade Bianche, tu vois. Non, c'est parce que je suis pas en train de comparer. Mais je trouve que c'est un indicateur de voir Lenny Martinez seulement sur la Vuelta, alors qu'il y a toutes ces rumeurs qui tournent autour de lui aussi en ce moment. Alors peut-être que c'est une pression aussi, hein, Guillaume, tu sais, c'est des négociations, hein, ça... On maîtrise pas. On maîtrise pas. Bon, en tout cas, on aura fait un bon gros chapitre sur David Gaudu, Lenny Martinez. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses très intéressantes, mais il y a cette génération dorée et on voit encore Laurens Pitty qui brille dans ce début de saison, qui a gagné, qui a porté le maillot jaune, mais qui a été placé 2 fois dans le top 3 en 2 jours sur Paris-Nice dans ce début de Paris-Nice. Cette génération dorée est en train de donner un grand coup de pied dans la fourmilière de la Groupama FDJ et de pousser, pas vers la sortie, mais de mettre un coup de pied au cul aussi, David Gaudu et aux autres. Et c'est pour ça que pour moi c'était important qu'on fasse un petit chapitre sur eux, parce que on sent quand même que David Gaudu, il doit se réinventer dans cette année 2024. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Après, la Vuelta, on verra comment ça se passe. Déjà, on verra le Tour de France de David Gaudu. Ça va faire un bon indicateur pour savoir quels seront les rôles. Moi, ça me choque pas que Lenny Martinez refasse la Vuelta, mais en tant que leader, cette fois-ci, affirmé, en jouant vraiment le classement général, avec un peu plus de bouteilles. Moi, je trouve ça intéressant dans l'idée. Il a que 20 ans, hein, c'est jeune, attention. Hein. Oui. Mais moi, j'aurais voulu l'avoir sur un deuxième grand tour, comme le Giro. Au moins sur le Giro. Peut-être que secrètement, s'ils ont engagé des discussions qui va prolonger, ils vont dire, ok, du coup, on t'a préparé pour le Giro, vas-y. Enfin, je sais pas. Après, c'est toujours bizarre parce que ces annonces-là, tu sais, peut-être que les coureurs le savent, ils n'ont pas le droit de le dire. Enfin, c'est toujours, tu vois, c'est délicat, ça. Hein. On sait que parfois, il y a des choses qui tombent d'un coup et en fait, ça fait des mois que les gens le savent. Enfin, en tout cas, les concernés. Donc, mais c'est vrai que c'est surprenant d'avoir que Laurens Pitty d'annoncer. Ça se joue en ce moment. De toute façon, ça joue même depuis cet hiver. Hein. Oui, sur la progression Martinez, évidemment, ça se joue depuis un moment. Mais et puis, ça n'aide pas d'avoir de la concurrence étrangère parce que quand t'as juste une ou deux équipes, souvent d'ailleurs françaises, qui concurrencent, tu te dis bon, tu peux t'aligner, et tu joues avec la fibre sentimentale. Écoute, j'imagine, on t'a formé, tu connaissais tes copains, c'est vrai que la Conti, il les connaît tous. Donc voilà. Là, la différence, c'est que en face, t'as la proposition. C'est toujours pareil aussi. Moi, quand on parle d'argent. Voilà, les gars, on vous propose bien passé, sur votre... en Suisse. Tout à fait. Alors, je suis pas parti pour l'argent de base, mais non, mais je veux dire, on vous propose 3-4 fois votre salaire pour le même travail, voire avec des ambitions peut-être plus élevées parfois par rapport à votre poste. Je connais peu de métiers où tu refuses. Hein. Ou alors, ils en ont parlé sur Eurosport en début de semaine d'ailleurs, où ils ont d'ailleurs souligné qu'il aurait même pas besoin de déménager puisqu'il habite déjà sur la Côte d'Azur. Il a déménagé sur la Côte d'Azur pour se préparer pour les entraînements. Donc en fait, il n'aura pas besoin de déménager. Il peut
quintupler son salaire. Je comprends qu'à 20 ans, ça puisse faire tourner la tête. Oui, puis attends, et puis encore une fois, c'est des équipes. Alors après, la Bahreïn, chacun pense ce qu'il veut cette équipe. Pour l'instant, il n'y a pas de preuves. Voilà, je sais qu'il y a des gros soupçons par rapport aux affaires qu'il y a pu y avoir, des perquisitions. Oui. Écoutez, moi, pour l'instant, j'ai aucun juge qui m'a dit texto ce qui s'est passé. Je veux dire, par rapport aux faits. Nous, on se base sur des faits. Alors évidemment, on a chacun notre avis, mais on n'est pas là pour balancer des rumeurs là-dessus. T'as pas reçu un Google Drive avec des échanges non, comment de Red Bull, tu veux dire? T'as pas reçu non, j'ai pas Red Bull. Non, toujours est-il que moi, quand je vois l'équipe Bahreïn, alors oui, il y a un petit trou parfois. J'ai l'impression que c'est un peu délicat pour eux en ce moment. Mais t'as des coureurs quand même comme Bilbao, Caruso, des beaux coureurs. Voilà, donc c'est quand même une équipe Buitrago là, Paris-Nice qui fait un très bon Paris-Nice, c'est un très joli coureur sur le dernier Giro également. Donc non, moi après Bahreïn, voilà, c'est vrai que c'est pas sexy dans le sens où on aime bien Martinez, un Français, on veut qu'il reste chez nous. Après, ce que la tendance, c'est pas que nos Français percent ailleurs. Paul Magnier, maintenant, est parti chez Quick-Step, par exemple, chez les jeunes. On a des coureurs comme ça. Antoine Huby également chez Quick-Step, pour ne citer que. Voilà, donc c'est peut-être aussi l'avenir des coureurs français, de voir ailleurs et puis d'inculquer peut-être ces valeurs étrangères, parfois en revenant dans des équipes françaises un peu plus tôt qu'avant. Parce que c'est ça aussi, peut-être que l'avenir nous montrera que une équipe française peut peut-être aller chercher un coureur en forme, peut-être en lui disant, écoute, un Français dans une équipe française, formé à l'étranger, mais tu reviens à 25 ans, en pleine possession de tes moyens, ça peut être ça l'avenir aussi, au lieu de voir que le négatif. Exactement, et on va terminer sur cette lueur d'espoir, François-Pierre, parce que tu es toujours la voix de la sagesse. Exactement, je sais pas trop, mais... Bon. Très rapidement, côté français, on a parlé pas mal des Français, juste citer les autres noms quand même, un Guillaume Martin qui est annoncé sur le Tour de France et la Vuelta, un Kevin Vauquelin, moi j'ai envie de voir ce que ça donne sur le Tour de France avec Arkea BNB Hotel, très curieux de voir, et puis après chez les autres Français, il y a Oran Barguil qui a rejoint Romain Bardet chez la DSM. On a l'impression que c'est les copains qui se retrouvent pour pas terminer leur carrière en douceur, mais un peu. Une dernière danse, exactement. Et puis voilà pour les principaux Français. Bon, FP, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour ce podcast spécial Tour. J'y tenais absolument à le faire quand même, ce podcast, parce que voilà, la saison des Tours commence et on va pas commencer à sortir les pronostics tout de suite. Mais c'est vrai qu'avec Pogačar sur le Giro, avec ce qui s'est passé sur le dernier Tour de France, Evenepoel qui reste sur le Tour de France, Roglic qui part Roglic à la Bora, il se passe quand même quelque chose d'assez sympa et j'ai l'impression que cette année 2024, malgré l'écart de niveau entre Pogačar, les Fantastiques et les autres, il y a quand même de quoi se faire plaisir. C'est vrai, non, tout à fait, impatient de voir ça. Puis avant ça, il y a les classiques. Il faut quand même qu'on ait notre apéritif. Bon, et on aura le podcast spécial classique la semaine prochaine dans Vélo Podcast. En attendant, vous pouvez réécouter tous les derniers numéros de Vélo Podcast, toutes les anciennes éditions de Vélo Podcast sur les plateformes. Tu les as toutes en tête, les plateformes audio, toutes, oui, Deezer, Apple Spotify, Apple Podcast, YouTube. Mettez 5 étoiles pour le référencement. Voilà. Exactement. Et puis n'hésitez pas à commenter aussi pour débattre. Et puis aussi, on pourra répondre à des questions. Si vous avez des questions à nous poser, on répond souvent très rapidement. Exactement. J'ai vu sur YouTube, il y avait un petit commentaire. Oui, vous nous cassez les pieds à toujours taper sur le fait vert, les Belges et compagnie, etc., etc. Ça crée le débat. Vous avez raison, mais on n'en a pas toujours contre le fait vert, seulement quand il tape sur Alaphilippe. On va terminer sur ça et on en parlera d'Alaphilippe dans le podcast des classiques la semaine prochaine dans Vélo Podcast. Merci FP. On se retrouve très bientôt dans Vélo Podcast. Ouais, merci à toi. Ciao à tous. Salut. Ciao.